Mesdames et messieurs, bonjour et bonne fête à toutes les mères. Au sommaire du grand format de ce dimanche 30 mai 2026, nous allons recevoir une figure emblématique de la royauté au Bénin. Il s'agit de Sa Majesté Naye Kwadjito Ademanso II, Kondodo Toregla, reine-mère du royaume Sokhag-Baguidi, des clans Djetor et Igbetor. Elle incarne un patrimoine vivant porteur de valeurs sacrées. Avec elle, nous parlerons du leadership féminin qui se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins entre tradition et modernité. Quel est le regard spécial de la reine-mère? Nous le saurons dans cette émission. Croyez-moi, c'est une mine de connaissances qui s'annonce avec elle. Une autre femme qui viendra briller sur ce plateau, elle est jeune, belle, mais rebelle. Rebelle par des mots à contorsion parce qu'elle s'identifie elle-même comme une voix des temps nouveaux et une lumière du renouveau. Elle est sacrée première slameuse béninoise au Primo de 2025, meilleure artiste slam Afrique francophone. Elle est aussi la première et seule slameuse béninoise sélectionnée au Massa 2026, une perle rare qui, malgré la valse des mots qui s'entrechoquent au bout de ses lèvres, s'appelle par ironie harmonie. Elle sera sur ce plateau pour nous livrer le secret de ses inspirations. Comme d'habitude, nous ferons également un décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et bien d'autres points viendront également meubler cette émission que je démarre tout de suite avec le journal. Dans quelques heures, les premières épreuves de l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2026 seront lancées, mais avant le démarrage des compositions, le gouvernement rassure les candidats, les parents ainsi que l'ensemble de la communauté éducative sur les dispositions prises pour garantir un déroulement serein des épreuves sur toute l'étendue du territoire national. Dans un instant, le message adressé aux candidats par le ministre des Enseignements maternels et primaires. Nous parlerons également religion avec la Tabaski édition 2026 célébrée jusqu'à ce samedi 30 mai. C'est le dernier jour de célébration qu'a choisi l'Union islamique du Bénin pour procéder à la distribution de bœufs à la communauté musulmane financée par l'ambassade des Émirats arabes unis. L'opération s'est déroulée dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous parlerons également de reconnaissance et de gratitude avec la communauté de l'église du pasteur Jean Agunkwe pour les bienfaits de Dieu un an après les événements douloureux qui ont conduit le successeur mandaté par le révérend pour poursuivre sa mission en prison. Les fidèles se sont retrouvés pour célébrer la victoire de la vérité, mais aussi la foi sur l'adversité. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. À quelques heures du démarrage de l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2026, le gouvernement rassure les candidats, les parents ainsi que l'ensemble de la communauté éducative sur les dispositions prises pour garantir un déroulement serein des épreuves sur toute l'étendue du territoire national. Dans un message adressé aux candidats, le ministre des Enseignements maternels et primaires les invite à faire preuve de sérénité et à se rendre tôt dans les différents centres de composition. Nous allons suivre. Au total, 286 995 candidats sont inscrits, dont 138 571 filles et 148 424 garçons. Les candidats sans difficulté majeure, au nombre de 286 898, sont répartis dans 847 centres de composition. À eux s'ajoutent les 97 candidats à besoins spécifiques, dont 36 filles réparties dans 13 centres de composition. Comparativement à l'année 2025, le taux d'inscription affiche une croissance de 5,56%. Je voudrais rassurer les parents que le gouvernement, sous l'autorité de son chef, le président Romia Wadaï, a prévu un dispositif sécuritaire spécial tout autour et à l'intérieur de chaque centre ouvert dans certains départements en vue de permettre à tous les candidats et toutes les candidates de pouvoir composer avec la quiétude, la confiance et l'assurance requises. Quant à vous, chers candidates et candidats,
Vos directeurs et d'autres enseignants dont je loue ici la vaillance et le professionnalisme vous ont déjà habitué, grâce aux différentes activités auxquelles vous avez pris part, à la discipline et à l'éthique à observer tout au long du déroulement des phases écrites, orales et sportives de l'examen. Alors, restez serein et composez en toute confiance. Soyez à l'heure dans vos centres de composition respectifs. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats à cet examen. Précisons que le premier gouvernement du président Robia Ouadani continue de susciter des réactions. Aujourd'hui, Canal 3 Bénin vous propose celle des professionnels et responsables de médias au sujet, notamment du retour du ministère de la Communication qui entre-temps avait disparu. Virgile Rodegnon a recueilli les impressions de Brice Ogobi, Sylvanus Saïd-Manvo et Agapit Maforican, respectivement vice-président du CNP à Bénin chargé de la presse écrite, conseiller de l'ODEM et directeur général de E-Télé. Nous allons suivre. De commun accord avec l'UPMBE, on a sorti un communiqué pour saluer le retour. C'est le retour du ministère de la Communication, notre ministère de tutelle. Voilà. La HAC, c'est une institution de régulation et de protection des libertés. Mais en temps, il s'est trouvé que la HAC semblait jouer les deux rôles. Mais de façon classique, c'est le ministère de la Communication, donc, qui est notre interlocuteur direct et avec qui nous pouvons travailler. Nous avons des chantiers ouverts, l'aide de l'État à la presse, etc. C'est le ministère qui porte avec les fêtières en attendant d'aller vers la HAC. Donc c'est le bienvenu. C'est une décision très noble, ce retour, parce que nous attendons cela depuis que ce ministère n'existait pas. On se disait, mais à qui notre destin a été confié? Et la HAC faisait déjà jouer son rôle, mais on a compris que c'était pas. Il y a parfois le besoin qu'on soit géré par un ministère. Donc ce retour va nous permettre d'abord de constater que le pouvoir actuel a à cœur la vie des médias. Ce retour exprime que le président Ouadani a voulu, disons, à une politique et estime que ce ministère devrait revenir dans le giron gouvernemental et donc l'a créé. On a parlé du retour, on a pu parler simplement de la nomination d'un ministre de la Communication et en charge des médias, parce que chaque président a sa politique. Le président Talon a estimé en mai 2021 qu'il n'était plus nécessaire d'avoir un ministre de la Communication et des médias, parce qu'il disait que la communication gouvernementale était déjà assurée par le porte-parole et que les médias devraient relever totalement de la HAC qui doit s'occuper de leur fonctionnement, de la formation, de la régulation. C'était un peu la lecture que le président Talon faisait. Et quelles sont alors les attentes et les défis de ce ministère pour la presse béninoise? Nous on retrouve Agapit Maforican toujours au micro de Virgile Ahadayan. C'est déjà la réorganisation de la profession. Face à l'intelligence artificielle, face à la numérisation, face au développement exponentiel du web, les médias classiques, par exemple, doivent se refonder. L'entreprise de presse classique ne doit pas disparaître. Il y a une économie de marché à repenser, une économie des médias à repenser. Et repenser l'économie des médias voudrait dire quoi? Quel est l'état des lieux du marché des médias aujourd'hui? On a combien d'entreprises de presse? Il y a combien qui sont réellement viables? Il y a combien peuvent s'améliorer? Il y en a combien qui ne peuvent pas? C'est au niveau de cette analyse, pour voir un peu les forces et les faiblesses de ce marché des médias, des opportunités qu'il y a, des menaces, pour dégager une option de gestion, une politique nationale. Et ça, c'est plus facile pour l'État de le faire à travers le gouvernement que pour la HAC. Donc, il y a ce travail-là, recréer l'entreprise de presse, et l'économie des médias, et la problématique de la fiscalisation. Je pense que l'entreprise ne peut pas être taxée comme n'importe quelle entreprise. Du coup, il faut repenser aussi l'imposition de l'entreprise de presse et le statut du journaliste. Le chef d'État partisan voulait que les journalistes vivent de leur art.
Mais tout le monde attend ça. Mais combien d'entreprises de presse réellement sont viables? Combien d'entreprises ont une comptabilité disons, normale? Combien peuvent tenir une dizaine de personnes? Et ainsi de suite. Et d'autant que dans l'environnement dans lequel nous sommes, la politisation à outrance a plongé beaucoup de confrères dans la facilité. Et donc, il faut bien revenir aux fondamentaux pour que la création de ce ministère des médias soit vraiment profitable pour tous les acteurs du secteur. Autre volet de l'actualité nationale, la modernisation du système de santé, optimisation des ressources, mais aussi nouvelles exigences de performance. Le président Romuald Wadani, alors candidat à l'élection présidentielle, a été fortement ovationné au Palais des Congrès de Cotonou lorsqu'il a annoncé que les urgences devraient être impérativement prises en charge avec diligence. C'est l'une des réformes phares qui verront jour sous le mandat du président Romuald Wadani. Face à ces réformes, une institution est en première ligne, l'Ordre national des médecins du Bénin. Quelle doit être la partition de l'ordre dans cette réorganisation? Comment concilier les impératifs d'efficience économique avec l'éthique médicale et la protection des praticiens et des patients? Pour en parler, nous recevons Dr Kamel Lafia. Bonjour docteur. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. J'espère que vous vous portez très bien parce que je sais qu'il y aura bientôt alternance au niveau de l'Ordre national des médecins du Bénin. En effet. Oui. Vous êtes cardiologue et promoteur dans le privé, mais c'est en votre qualité de conseiller à l'Ordre des médecins du Bénin que vous êtes ici sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Docteur Lafia, de grandes réformes s'annoncent dans le secteur de la santé, notamment en termes de prise en charge immédiate et systématique des urgences. C'est une promesse du président Romuald Wadani avant les élections, mais vous et moi savons que le corps soignant a un important rôle à jouer dans la réussite de cette réforme. D'abord, comment avez-vous accueilli personnellement cette nouvelle? Alors, tout d'abord, merci déjà pour l'invitation. Permettez-moi, avant tout propos, de féliciter deux personnalités. Je vous en prie. D'abord, le président de la République, M. Romuald Wadani, pour sa brillante élection. Et aussi, mes félicitations vont à l'endroit du professeur Benjamin Oupati, qui a été reconduit à la tête du ministère de la Santé, ce qui témoigne de sa rigueur, de sa compétence, de son engagement, qualités qui sont reconnues par toute la famille médicale béninoise. Merci beaucoup. Et ça montre qu'il est toujours engagé pour l'essor de notre profession et du médecin béninois. Par rapport à votre question, ces réformes ont été accueillies à notre niveau avec un satisfait global. D'accord. Parce que vous savez, le médecin, il travaille dans l'intérêt de la population. Donc, ces réformes montrent à suffisance que le gouvernement opte pour l'augmentation de la qualité des soins apportés à la population. Et on ne peut pas soigner la population sans médecin. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de médecine sans médecin. Et c'est en cela que justement nous proposons en formation, accompagnement, protection de ce praticien dont vous avez parlé. Ouais. Et c'est les conditions pour avoir un médecin épanoui qui va donc soigner la population de façon optimale. Ouais. Donc, vous êtes conseiller à l'ordre, au sein de l'ordre national, des médecins du Bénin. Quel est concrètement le rôle de l'ordre national des médecins du Bénin et est-ce que tous les médecins exerçant au Bénin y sont inscrits? L'ordre national des médecins du Bénin, c'est l'organe réglementaire et disciplinaire de la profession médicale. D'accord. C'est l'organe qui s'assure que tous les médecins qui sont inscrits, je vais y revenir, respectent l'éthique, respectent la déontologie. Parce que le médecin, il travaille sur la vie des populations. Absolument. Ce n'est pas comme un mécanicien qui peut redescendre le pneu quand il se trompe. Attention, sur l'homme, il n'y a pas de pièces à rechanger. Il n'y a pas de pièces à rechanger. Ouais. Et c'est en cela qu'il fallait un organe disciplinaire, réglementaire, qui s'assure que les médecins inscrits respectent le code de déontologie, qui est un peu comme la Constitution, les règles de bonne conduite des médecins. À part ça, l'ordre des médecins veille aussi à l'indépendance de la profession et donc veille au respect des règles de la profession par les médecins qui y sont inscrits. J'insiste sur qui y sont inscrits parce que tous les médecins, l'inscription doit être obligatoire, mais pour tous les médecins normalement, ils doivent être à jour de leur cotisation. Et tous les médecins n'y sont pas,
mais nous veillons à ce que le maximum de médecins y soient. Et c'est d'ailleurs la condition primordiale pour exercer la médecine au Bénin, c'est qu'il faut être inscrit à son ordre professionnel. D'accord. On sait que vous êtes vous-même titulaire de master en gestion de projet et certifié en management. Nous savons que de nouvelles élections s'annoncent au sein de l'ordre des médecins, peu importe l'équipe qui va bientôt s'installer. Mais comment l'ordre des médecins, selon vous, peut accompagner cette vision des réformes sanitaires annoncées par le président de la République? Ces réformes sanitaires, comme je le disais, elles viennent à point nommé. Que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la télémédecine, que ce soit l'augmentation de la couverture sanitaire des privés, l'ordre des médecins doit être un acteur incontournable de la mise en place de ces réformes. Nous pensons au niveau de la liste ESSOR, qui est la liste que je conduis dans le cadre de ces élections, que nous devons sortir de ce rôle traditionnel qui est celui d'un organe disciplinaire et réglementaire pour nous arroger un rôle professionnel. C'est vrai, l'ordre des médecins est là pour veiller au respect du code de déontologie, pour agir en cas de problème, mais nous pensons, vu les mutations, que ce soit sur le plan technologique, sur le plan de la population, nous pensons que l'ordre des médecins doit s'arroger ce rôle professionnel, agir en aval avant que les problèmes ne surviennent, accompagner le médecin, le protéger. Heureusement, les nouvelles dispositions nous permettent de protéger le médecin qui est persécuté, accompagner ce médecin, le protéger, le former afin d'avoir un médecin épanoui. Parce que nous avons un leitmotiv au niveau de cette liste, c'est qu'un médecin épanoui, c'est un médecin qui soigne mieux la population. Ouais. On sait que les réformes actuelles cherchent à attirer les compétences de haut niveau, y compris celles de la diaspora. Et vous l'avez dit tout à l'heure, nous savons aussi qu'une médecine moderne, c'est d'abord des praticiens épanouis. Et vous l'avez dit, s'il arrivait que vous veniez à être élu par vos pairs, parce que vous aussi vous êtes candidat, ça je le sais, allez-vous assouplir ou au contraire durcir les conditions d'intégration pour garantir l'excellence dans le secteur sanitaire? Nous pensons qu'un médecin qui part a une raison de partir. Ah oui. Mais nous devons tout faire pour lui trouver 1000 raisons de revenir. C'est notre leitmotiv au niveau de l'ordre des médecins. En fait, partir ne veut pas forcément dire tourner dos au pays qu'il a vu former. C'est 7 ans, 10 ans, 15 ans parfois de sacrifice. Donc je ne parlerai pas de durcissement. Je crois au dialogue. L'ordre des médecins, c'est un organe qui réunit tous les médecins, quels qu'ils soient. Et nous devons apprendre à parler à tous les médecins. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans notre projet, nous comptons accompagner les 7 profils de médecins que vous avez identifiés, dont les médecins de la diaspora, où nous comptons mettre en place un observatoire santé qui les intéresse. Nous allons échanger avec eux pour que nous puissions profiter de leurs compétences et ce, dans l'intérêt de nos populations. Ouais. On sait aussi que les médecins sont très suivis de près. Je suis sûr que vous le savez. Vous connaissez le pouls de la population. Les usagers se plaignent parfois de l'accueil ou du coût de la médecine, surtout d'excellence. Comment l'ordre peut-il intégrer la voix des patients dans sa propre transformation? Ce que nous comptons faire, nous avons un organisme qui compte mettre en place un système de management de qualité. C'est-à-dire dirigé par la formation, dirigé par la proactivité. Donc éduquer le médecin, former ce médecin, l'accompagner, lui apprendre comment accueillir le patient. Ils savent déjà le faire et donc insister sur ces reproches que les populations nous font. Mais nous pensons que c'est faute de communication. Je voulais dire, le médecin, ce qu'il sait faire, c'est lutter contre la mort, sauver des vies. Et donc nous allons apprendre à mieux parler à cette population à travers une communication institutionnelle, à travers une communication de crise. Nous devons sortir de nos bureaux, de nos salles de consultation pour parler vrai avec cette population, lui dire qui est le médecin, lui dire qu'est-ce que c'est que la profession médicale et en même temps former le médecin et lui apprendre à bien s'occuper de cette population, comme je le disais tantôt. Dr Kamel, aujourd'hui, si vous aviez un message direct à adresser au président Romuald Wadani et au ministre de la Santé, que vous venez de féliciter tout à l'heure, pour la réussite de ces réformes, que diriez-vous? Ce que je lui dirais, c'est nous avons accueilli ces réformes avec un grand intérêt. Ces réformes, quand nous les avons lues, elles sont venues montrer
que le président s'intéresse au rehaussement de la qualité des soins. Toutefois, et je sais qu'il le sait, on ne peut pas faire de médecine sans médecin. On ne peut pas faire de médecine sans médecin épanoui. Et c'est en cela que nous comptons, une fois élus, travailler pour la mise en place de ce type de médecin qui est protégé, qui est épanoui. Et c'est une des conditions majeures, vous l'avez rappelé, pour mieux soigner les populations. Je voudrais lui dire, ou plutôt lui rappeler, parce que promesse a été faite, que les médecins viendront le voir, certainement, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, parce que nous voulons être une force de proposition à l'endroit des autorités publiques. Nous ne voulons plus que la médecine se fasse sans les médecins. J'ai parlé d'un observatoire des médecins du Bénin pour recueillir non seulement les préoccupations des médecins, mais aussi les propositions de ces médecins que donc l'ordre va se permettre de lui transmettre au niveau de l'exécutif afin que dans les prochains mois, le programme d'action du gouvernement, entre autres, puisse tenir compte de la réalité et des propositions de ces acteurs majeurs. Il me l'a promis et je profite pour le lui rappeler. L'essentiel, c'est que les populations puissent avoir des soins de qualité et à des coûts vraiment abordables pour pouvoir vivre le temps soit peu le bonheur sur cette terre. Merci beaucoup, on va y arriver. Merci à vous, Dr Kamel Lafia. Je rappelle que vous êtes médecin cardiologue et conseiller à l'Ordre national des médecins du Bénin. Et bonne chance à vous dans la course à l'alternance. Merci. Mesdames et messieurs, parlons religion à présent avec la Tabaski édition 2026 célébrée jusqu'à ce samedi 30 mai. C'est ce dernier jour de célébration qu'a choisi l'Union islamique du Bénin pour procéder à une distribution de bœufs à la communauté musulmane, financièrement appuyée par l'ambassade des Émirats arabes unis. L'opération s'est déroulée dans la commune d'Abomey-Calavier. Nous allons suivre plus cet élément dans nos prochaines éditions. À l'instar des fidèles musulmans du monde entier, ceux de la cité historique d'Abomey étaient aussi en fête pour l'Aïd el-Kébir. Les pratiquants de l'islam dans la ville se sont d'abord retrouvés avant les réjouissances proprement dites. À la place Idi, ils ont sacrifié à la tradition de la grande prière. L'instant d'invocation a été saisi pour rappeler la portée de la fête de Mouton, mais aussi prier pour la nation et ses gouvernants. Imet Hélène Amosso pour plus de précisions. Cette prière matinale pour témoigner reconnaissance et fidélité à Allah le Tout-Puissant et Miséricordieux. La séquence de communion pour ces fidèles musulmans marque à Abomey le début de la célébration de la fête de la Tabaski ou fête du mouton. L'événement du jour, c'est connu, l'histoire ne change pas. C'est l'histoire d'Abraham et son fils Ismaël. Les fidèles connaissent déjà cette histoire-là. Aujourd'hui, ce que nous vivons vraiment un moment de prière et de communion à l'endroit de la communauté musulmane de façon générale et de la ville d'Abomey en particulier. Prêches, exhortations, immolations de béliers et autres ont marqué la manifestation ici à la place Idi d'Abomey. L'occasion a également été saisie pour implorer les bénédictions et protection de Dieu sur l'ensemble du gouvernement, son chef, ainsi que l'ensemble des filles et fils du Bénin. Nous avons prié tout à l'heure et nous avons prié surtout pour le nouveau gouvernement, à sa tête le président Romuald Wadaï. Nous allons continuer de prier parce que sans mentir, nous avons vu ce que le président sortant, Patrice Talon, comment il a changé ce pays en disant son prédécesseur, il faut prier, le soutenir dans tous les sens pour que lui aussi fasse même plus. Et il s'agit de rendre grâce à Dieu. Je salue tous les religieux ici présents. Nos traditions, ils ne sont pas oubliés. Je demande à tout le monde, les religieux, de continuer à prier pour le président Wadaï afin que cet temps-là soit couronné de succès. La présence des chefs de diverses obédiences religieuses a été saluée par plusieurs. Cette acceptation des uns et des autres constitue un terrain fertile pour la paix et le développement d'Abomey et du Bénin tout entier.
La communauté musulmane de Nati Tengu n'est pas restée en marge de cette célébration religieuse. Une grande prière a mobilisé les fidèles à la grande place Idi de la ville, suivie de l'immolation d'un bélier par l'imam central. Plusieurs autorités politico-administratives ainsi que les responsables d'autres confessions religieuses étaient aux côtés des frères musulmans de Nati Tengu. Reportage. Allahu Akbar. Deux unités de prière conduites par l'imam central de la ville, El Hadj Nouroudine Sani, à la place Idi de Nati Tengu, prises d'assaut par les fidèles musulmans en ce jour mémorable de l'Aïd el-Kébir. Après ces deux rakats, place au sermon au cours duquel l'homme de Dieu va invoquer Allah et demander sa clémence afin que règne la paix au Bénin. Oh âme, craignez Allah le plus exalté, rahmatan lil alamin, wa qudwatan lil alamin. Après cette étape empreinte de solennité, l'imam central de la ville va procéder à l'immolation de sa bête, donnant ainsi le top à toute la communauté qui devra en faire de même une fois de retour à la maison. Nous avons suivi le message, la prière de l'imam central qui a prié pour le président de la République qui a été investi. Et il a prié pour toutes les autorités. Je pense que c'est un message fort pour nous et pour le monde entier. Et je demande à toute la population de l'Atakora à accompagner le président et tout son gouvernement. Le fait de retrouver les différentes autorités politico-administratives, les leaders religieux, toutes confessions religieuses confondues présentes ici, cela dénote de la force et montre à nos communautés que la cohésion sociale est quelque chose que nous devons pouvoir travailler à conserver. Célébrée 70 jours après le Ramadan, la Tabaski, la plus grande fête de la communauté musulmane, est marquée par l'immolation d'une bête conformément à la tradition du prophète Abraham, en signe de soumission à Allah. Cotonou accueille du jeudi 4 au samedi 13 juin prochain l'édition 2026 de la Relève Afrique. C'est une compétition artistique et culturelle qui met en lumière une nouvelle génération d'humoristes africains. Ceci à travers une sélection exigeante et une mise en réseau continental des humoristes pour leur permettre d'avoir accès à un encadrement professionnel, à des scènes prestigieuses et une visibilité médiatique. C'est une initiative de Étienne Ventura et portée par Montreux Comédie. En conférence de presse ce jeudi, les organisateurs ont dévoilé le programme et les activités au menu de ce programme. Florence Bossa pour plus de précisions. Cotonou, le carrefour de la scène du rire africain. Après plusieurs saisons ayant rassemblé plus de 1000 candidatures, généré 41,5 millions de vues digitales et fédéré une large communauté, cette édition de la Relève Afrique, dénommée All Star, met à l'honneur 14 artistes marquant des saisons précédentes, rejoints par 2 rookies sélectionnés lors d'un casting en ligne organisé dans 10 pays. Les participants vont bénéficier d'un encadrement artistique à travers des masterclass, des ateliers et l'accompagnement de coachs de référence. Alors à la clé de cette saison, il y a un passage sur la scène du Montreux Comédie. Donc le gagnant va évidemment se produire au Montreux et cette année on a voulu pimenter un peu les choses et motiver nos jeunes talents avec à la clé un gain de 5 millions de francs. Le programme va s'ouvrir avec les demi-finales prévues les 4 et 5 juin 2026 à 19h30 à l'Institut français du Bénin à Cotonou. 2 soirées de compétition vont réunir plusieurs humoristes tous les soirs devant un public appelé à départager des prestations décisives pour lasser à la suite de l'aventure. Également, nous avons eu 2 lauréats béninois qui ont bénéficié d'un voyage en Suisse avec des formations à l'appui et tout ça avec l'encadrement technique du groupe Montreux. Nous sommes très heureux de ce partenariat qui continue d'ailleurs et qui nous a permis de gagner aujourd'hui la finale de cette année, édition All Star.
À travers cette édition, la Relève Afrique réaffirme son ambition de faire de l'humour un espace de formation, de circulation des talents et de rayonnement international pour les artistes africains. Reconnaissance et gratitude de la communauté de l'église du pasteur Jean Agumpé envers Dieu pour ses bienfaits dans la vie de Dieudonné Agumpé, de même que la prophétesse Marie-Anne Gbenongbe. Un an après les événements douloureux qui ont conduit le successeur mandaté par les révérends pour poursuivre sa mission en prison, les fidèles se sont retrouvés pour célébrer la victoire de la vérité, mais aussi de la foi sur l'adversité. Rassemblés sur le site Mauna à Lontonkba dans la commune de Zakpota, fils et filles de cette communauté ont chanté et prié pour remercier le Tout-Puissant. Plus de précisions avec Imet Elena Mosso. Un vendredi pas comme d'ordinaire pour les fidèles de l'église du révérend pasteur Jean-G. Agumpé. Le culte célébré ici sur le site Mauna à Lontonkpa dans la commune de Zakpota est un témoignage de la foi en Dieu et une reconnaissance de sa bonté sur ses serviteurs Dieudonné Agumpé et Marie-Anne Gbenongbe. En effet, pris dans un imbroglio en mai dernier, le serviteur Dieudonné Agumpé s'est retrouvé derrière les barreaux. La persécution qui a abouti à son incarcération a aussi impacté la prophétesse Marie-Anne Gbenongbe. Mais aujourd'hui, ces derniers ainsi que les fidèles célèbrent la victoire de la vérité, mais aussi de la foi sur l'adversité. Au-delà d'une messe d'action de grâce, c'est un moment de résurrection pour les brebis du révérend Jean-G. Agumpé, mais aussi pour les aficionados de cette parole authentique que Dieu lui a révélée depuis 1978. À l'origine de la situation, l'héritage et la succession au révérend pasteur Jean-G. Agumpé, la fraternité nourrie de concurrence, de haine et de violence, vit au pugilat et à la prédation. Fort heureusement, la série des événements va tourner court après un mois de détention. Dieudonné Agumpé, qui a refusé de dénaturer la voix de son père, a retrouvé la liberté. J'ai appris beaucoup de choses et dans tout ce qui se passe, Dieu a sa manière de corriger, d'éduquer et de renforcer la qualité de l'homme qu'il veut utiliser pour des circonstances données. Sous le man ou man va nami lo gbetche me bo dalo mi pon ye ko no akunpe ji bo pon u fe ne le me man wa so do experience pro mi ma hato we vivi no mi. À Zakpota, le message est clair. La voix du révérend pasteur Jean-G. Agumpé va continuer par résonner encore longtemps. Mandaté pour poursuivre la mission de son géniteur, Dieudonné Agumpé incarne aujourd'hui cette lumière qui a failli s'éteindre. Le climat de tension a dorénavant laissé place à une accalmie et une stabilité retrouvée. C'est la fin du journal, mais le grand format se poursuit. Nous ouvrons donc tout de suite la deuxième partie de l'émission. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà joué. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. OneXBet, on parie sur vous.
Mesdames, Messieurs, nous recevons aujourd'hui une figure emblématique de la royauté au Bénin. Il s'agit de Sa Majesté Naye Kpodjito Animation 2, Kondodo Todegla, reine du royaume Sohabagidi des clans Djetor et Igbetor. Elle incarne un patrimoine vivant, porteur de valeurs sacrées, avec elle nous parlerons du leadership féminin qui se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins entre tradition et modernité. Quel est le regard spécial de la Reine-Mère? Nous le saurons dans cette émission. Croyez-moi, comme je vous l'ai dit, c'est une mine de connaissances qui s'annonce avec elle. Sa Majesté, bonjour. Bonjour, Monsieur Gaba. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici dans ce studio. Je salue les téléspectateurs. Nous sommes très honorés de vous recevoir sur ce plateau, justement. Son Altesse Royale, pour nos téléspectateurs qui ne mesurent pas toujours toute la signification de votre titre, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est réellement une reine-mère? Une reine-mère, c'est d'abord la source de paix. Une reine-mère, c'est celle-là qui incarne la matrice qui a donné vie à un roi. Une reine-mère, c'est aussi la mère universelle, la mère de tout le royaume. Une reine-mère, c'est la jarre dans laquelle on retrouve l'amour incommensurable pour assurer le bien-être de tous ceux qui existent. Quand on dit Naye Kpodjito, ça veut dire quoi exactement? Naye Kpodjito, c'est la mère du roi. D'accord. Celle qui a donné vie à l'existence d'un être qui peut assurer la charge politique, la charge dans toutes les dimensions du royaume. C'est la mère qui a donné vie à ce port. Donc, le souverain qu'on appelle Naye Kpodjito. D'accord. Nous sommes bien curieux, Naye Kpodjito, de savoir comment vous, personnellement, vous êtes devenue reine-mère, puisque selon mes petites enquêtes, vous ne vous y attendiez pas du tout, apparemment. Et d'ailleurs, vous avez commencé vos initiations spirituelles à l'âge de 3 ans, si mes informations sont justes. Exact, oui. Avant d'être reine-mère, il faut d'abord avoir un parcours. Ne deviens pas reine-mère qui le désire. Et d'ailleurs, c'est toujours une surprise de se retrouver dans 4 murs où on vous dit, là, vous êtes appelé par les ancêtres à assurer cette grande responsabilité. Mon parcours, d'abord, est un parcours initiatique très dense. Où je suis la canne dans un temple, venant d'un Hunogan, Togbeto de Glavizungbo. Respect et vénération à son âme. Et Nana Anansi Aziafa, qui est une grande prêtresse du culte Trompeto de Ka à Lafia également. Donc je suis né et grandi en prenant déjà une formation venant d'un guide spirituel, pas n'importe lequel, un guide spirituel qui est avant tout mon père. J'ai été intronisée prêtresse à 3 ans d'âge. Wow. Et nous avons commencé le parcours comme ça. Après, c'est l'initiation de Vodou Sakpata, Dada Zodi, et au fil du temps, intronisation au culte Mamidan et à Megansi. Et au fil du temps également, nous avons été Hunogan de Trompeto de Ka à Lafia. Nous avons été intronisés Yalaku de Vodou Sakpata avant d'être intronisés Naye Kpodjito. Apparemment, c'est un long parcours, comme vous l'avez dit, un parcours très riche. Est-ce qu'on peut dire en même temps que vous êtes multi-prêtresse? Oui, on peut l'affirmer. On peut l'affirmer parce que aujourd'hui, j'exerce
le culte, la place de haut dignitaire du culte Trompetodeka à Lafia. J'exerce également la place de haut dignitaire du culte Mamidan et également de Vodun Sakpata. Je ne suis pas moins dans le culte de Rebioso, d'où mon sang provient. Et revenons justement à notre thème du jour. On dit souvent que le roi règne, mais la reine-mère gouverne dans l'ombre. Comment pouvez-vous nous décrire ce pouvoir invisible qui influence les décisions majeures de la communauté, puisque tout à l'heure vous avez dit que c'est la paix, c'est la douceur? Je vais revenir sur la question. D'accord. La reine-mère ne gouverne pas dans l'ombre. D'accord. Raison pour laquelle on peut voir le roi. Si la reine-mère n'a d'exercice que dans l'ombre, elle ne va pas produire ou donner vie à un être physique. À un roi, oui. À un roi. Donc, ce n'est pas dans l'ombre que la reine-mère gouverne. Dans notre tradition, la femme a une place très importante. Une place qui a de responsabilités incommensurables. Le roi est la preuve de la densité du pouvoir de la reine-mère. D'accord. Le roi assure et affronte. Il va sur le terrain. La reine-mère est stratégique. La reine-mère n'a pas besoin de se déplacer, n'a pas besoin d'aller faire des actions sur le terrain. Mais avec les orientations stratégiques, politiques, la reine-mère arrive à toucher tous les cœurs, arrive à toucher tous ceux qui sont des acteurs, que ça soit dans le monde visible, que ça soit dans le monde invisible. Elle arrive à mettre une harmonie entre les actions visibles et invisibles et assure la protection du roi et du royaume, ainsi que tous ceux qui sont appelés à porter des responsabilités. Que ça soit dans le visible et dans l'invisible, elle agit. Toujours. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les grandes rencontres internationales, on parle de Women Empowerment, comme si c'est maintenant qu'il faut donner le pouvoir aux femmes. Nos traditions n'avaient-elles pas déjà prévu bien avant les conventions internationales, établi des mécanismes de leadership féminin très structurés, quand aujourd'hui nous voyons qu'il y a des reines-mères qui agissaient depuis très longtemps de façon très stratégique pour gérer le royaume avec le roi? Oui, la tradition africaine a déjà confirmé toute la charge qu'une femme peut porter. Nous avons des exemples. Nous avons, par exemple, Naye Kodito Animaso Dodo, celle-là qui a mis en place un royaume les plus importants de notre Afrique de l'Ouest. Une politique de royauté d'une efficacité extrême. Wow. Et depuis qu'elle a déposé ce joyau, ça n'a jamais cessé de fonctionner normalement, même si son trône n'était pas restauré pendant 400 ans. Donc, même en son absence, tellement elle a eu à mettre chaque chose à sa place que même dans l'inactivité de son trône, le royaume continue de vivre et de survivre et de fonctionner normalement. Jusqu'à la dernière récente où moi j'ai été intronisée. Vous savez, aujourd'hui on parle du pouvoir de la femme. Le pouvoir de la femme commence déjà par le fait qu'elle puisse donner vie. Le fait que la femme puisse assurer cette vie qu'elle donne. Si la femme arrive à prendre quelques gouttes d'eau et en faire des êtres humains, c'est qu'elle a déjà un pouvoir incontournable.
et qu'on peut prouver. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous parlons du pouvoir de la femme, de la restauration du pouvoir de la femme? C'est parce qu'à un moment donné, la femme a cessé d'être initiée. On a cessé d'initier les femmes africaines à leur pouvoir. La femme vit avec le pouvoir dans l'ignorance totale. La femme n'arrive plus à exercer le pouvoir qu'elle incarne. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Si on parle de restauration du pouvoir de la femme, je pense que chaque femme africaine doit aller à l'école de ce qu'elle représente et de tout le pouvoir qu'elle incarne. Ouais. J'aime bien cette dernière partie que vous venez de dire. Chaque femme doit aller à l'école du pouvoir qu'elle incarne. Mais on sait que j'aimerais bien demander quelles sont les valeurs traditionnelles du pouvoir féminin africain que les dirigeantes modernes, puisque notre terme nous le permet, que les dirigeantes modernes, à savoir les chefs d'entreprise, les leaders, les actrices politiques, gagneraient à réadopter. Je pense que la puissance matricielle est la clé de l'existence de chaque femme. Chaque femme doit développer, doit utiliser les codes de sa puissance matricielle. Est-ce qu'elles connaissent ce code? C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour cela que nous devons, d'une manière ou d'une autre, restaurer cette éducation que nous avons perdue, parce que ce sont les grands-mères qui initiaient les petites filles à être femmes. Si tu es une femme, même si tu as 60 ans et tu n'as pas été initiée de fille en la femme, tu ne peux pas accéder à ces codes-là. Et je crois que l'association Naziafa veille sur ça depuis une décennie et nous sommes en train de restaurer chaque femme afin qu'elle puisse avoir accès à ce pouvoir, à cette puissance matricielle. Et surtout, avant d'accéder à cette puissance matricielle, il faudra accepter son identité, accepter son origine et l'assumer. Chaque femme moderne qui n'arrive pas à assumer son origine, le sang qui coule dans ses veines, ce qu'elle représente en tant que femme africaine, ne pourra jamais manipuler la puissance matricielle. Il faudrait qu'on arrive à l'assumer. Ouais. Pour la jeunesse, les exigences de nos traditions imposent un protocole rigide dans une société globalisée et connectée aujourd'hui. Est-ce possible aujourd'hui de concilier les exigences de nos traditions et la fluidité de la modernité? Bien sûr que nous devons faire un pont entre la tradition et la modernité. Ce pont doit être fait déjà par nous-mêmes, dans nos mentalités, dans notre manière de penser, dans notre manière de véhiculer notre quotidien. Pourquoi la femme responsable leader aujourd'hui ne peut pas s'habiller en tant que femme africaine pour aller dans ses fonctions? Ce sont les petits trucs de rien du tout qui vont nous amener à nous assumer. Parce que quand la femme a confiance en elle-même, quand elle se fait confiance, quand la femme sait ce qu'elle représente, elle donne tout ce qu'il faut à tout ce qui l'entoure, sans même se gêner, sans même sentir le poids de la responsabilité. Et si nous revenons à votre question, la femme africaine aujourd'hui a besoin d'aller à l'école de son ancestralité. La femme aujourd'hui a besoin d'aller à l'école de ce qu'elle représente dans sa famille paternelle et maternelle. Quand nous allons arriver à accéder à ces informations, à nous connaître, à connaître notre place dans la famille, dans nos familles respectives, nous allons arriver à faire un pont entre cette éducation
occidentale que nous recevons et la tradition africaine que nous sommes. Les deux vont de pair et vous pouvez voir que je parle bien français. Ça. Je suis la preuve vivante de ce pont et nous avons sorti un livre, un guide de la femme africaine et mondialisation, le guide essentiel. Wow. Je crois que chaque femme africaine, chaque leader doit lire ce guide pour savoir comment s'orienter, comment se restaurer et comment faire ce pont entre la mondialisation et notre tradition africaine. J'aime bien ces trois aspects, s'orienter, se restaurer et faire un pont entre la mondialisation et nos origines ancestrales. Mais en même temps, on sait que pendant longtemps, la société a toujours traité la femme comme le sexe faible. Et je veux bien faire un clin d'œil à Harmonie qui va venir juste quelques minutes sur ce plateau, qui dans l'un de ses slams dit qu'on considère la femme comme le sexe faible, mais que c'est ce sexe faible qui s'est levé le sexe fort. Est-ce que pendant longtemps, le sexe faible qui a été utilisé comme terme pour pouvoir désigner la femme, est-ce que ça ne joue pas sur cette force, ce leadership de la femme africaine? Le fait d'appeler la femme le sexe faible, c'est une manière de blasphémer sur ce qu'elle représente. Ah oui. La femme n'a jamais été de sexe faible. Vous pouvez constater qu'en la femme se trouve l'homme et la femme. Une femme peut faire un homme qui peut donner vie à un homme, comme elle peut donner vie à une femme. Vous savez, aujourd'hui, nous devons apprendre à chaque femme que ce qu'on dit d'elle ne fait pas d'elle ce qu'elle est réellement. Mais ce qu'elle est, elle a le droit de prouver chaque jour dans ses actes, dans ses mouvements, dans sa manière de s'orienter. Vous savez, la femme a le don de l'eau. L'eau, on ne l'arrête jamais. Quelles que soient les circonstances, quand on le met dans un verre, elle prend la forme du verre et elle se met à l'aise. Quand on la renverse dans une assiette, elle prend la forme de l'assiette. Dans une bassine, elle reste à l'aise. La femme, c'est la représentation de la femme, ça c'est le symbole de la femme. Donc même si on dit que nous sommes des sexes faibles, nous devons assurer, nous devons affirmer le pouvoir qui dort en nous, le pouvoir que nous représentons dans chaque acte, chaque jour, sans s'arrêter jusqu'au moment où les hommes vont comprendre qu'il n'y a pas de sexe faible. Il y a deux sexes qui s'harmonisent et qui marchent main dans la main, qui se complètent et qui jouent, qui représentent l'essence de la vie. Ces deux sexes doivent aller de pair. Il n'y a pas de sexe faible. Mais Kwadjito, face aux enjeux actuels comme l'éducation des filles ou l'autonomisation économique, comment une reine mère comme vous ou encore une dignitaire de la royauté ou des cultes endogènes peut utiliser son influence pour bousculer les lignes sans trahir la transition? Ah oui, aujourd'hui, la transmission de nos valeurs se fait autrement. Nous n'allons jamais trahir la source parce que nous sommes les garants de cette tradition. Nous sommes les garantes de ces valeurs que nous incarnons. Et le transmettre, nous sommes aujourd'hui dans vos murs et nous sommes sur le grand format. Ouais. C'est la communication moderne. Nous parlons de la femme africaine, nous parlons de la tradition du leadership féminin.
Mais à travers vos écrans, nous touchons des milliers de personnes. Absolument. Mais nous disons la vérité sur notre tradition. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il faut cette fidélité de chaque responsable traditionnel à ne pas aller dans le sens de la modernité sans faire recours à l'originalité. Donc l'originalité et la modernité doivent aller de pair et c'est ce que nous faisons aujourd'hui pour que nos traditions ne soient pas désacralisées au dépend de la modernité, mais également que nous puissions marcher avec la mondialisation et nous faire voir, nous faire ressentir et nous faire une place dans la mondialisation afin que notre tradition ne s'efface jamais. Ouais. Vous l'avez certainement déjà constaté, d'ailleurs même vous l'avez fait ressortir tout à l'heure, la modernité apporte parfois une déconnexion avec nos racines. Pensez-vous que le leadership féminin africain risque de perdre son âme en copiant les modèles occidentaux à 100%? Je crois que il doit y avoir un sursaut. D'accord. Un sursaut, surtout au niveau de la femme africaine, pour que nous ne risquons pas d'aller dans le sens de ce que vous êtes en train de constater. Il ne faudrait pas qu'on copie, qu'on fasse des copies-collées des réalités occidentales sur nos plans africains. Il faut forcément que nous arrivions à nous démarquer dans la mondialisation. La femme africaine a ces réalités qui sont diamétralement opposées aux réalités occidentales. Et nous devons faire attention à ce volet pour que les filles qui nous suivent, nos enfants qui nous imitent, qui viennent juste la génération montante, puissent ne pas perdre les pas. Il faudrait qu'on transmette à chaque femme africaine, à chaque fille africaine, qu'elle doit d'abord s'assurer en tant que femme africaine. Quand moi je suis invitée en Occident ou partout ailleurs, j'y vais habillée telle que je suis aujourd'hui devant vous. Je ne pense pas que les neiges ou autre chose, la température puisse me changer de ce que je suis. J'y vais avec les dispositions nécessaires, mais je suis toujours habillée de façon traditionnelle afin de faire savoir à ceux que je rencontre que je ne veux pas être, je ne veux pas m'émousser sur leur terre, mais je suis venu confirmer que je suis quelque chose dont j'assure avec fierté mon identité. Donc, chaque Africaine, chaque femme africaine, même si aujourd'hui nous avons la modernité, nous avons reçu des éducations qui ne sont pas forcément ce que nous sommes, nous devons également faire recours à cette éducation et le transmettre à la génération montante afin que l'Afrique puisse gagner en développement, mais également l'Afrique puisse s'imposer dans le monde entier. Il faudrait qu'on s'impose. D'ailleurs, pour que nos valeurs perdurent, il faut que la relève soit assurée. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous faites la communication ici actuellement par exemple parce que vous parlez de ce qui est réel, qui est notre identité, mais vous utilisez les canaux que les Occidentaux nous ont offerts. Mais comment préparez-vous la relève, surtout les jeunes filles de la lignée royale? Est-ce qu'elles sont formées aujourd'hui différemment pour affronter les défis du numérique? Et les autres filles qui ne sont pas de la lignée royale, mais qui quand même à un moment donné ont coupé les cordons avec ne serait-ce que les panégyriques claniques qui sont quand même notre identité. Comment la relève sera assurée? La relève, nous avons de la chance. Notre politique nationale aujourd'hui relève notre identité. J'en profite pour remercier, pour saluer le grand homme, notre ancien président aujourd'hui,
Patrice Talon, qui a su relever cette identité dont nous avons hérité et qui est d'une valeur incommensurable. Mais comment nous pouvons le valoriser sans qu'il y ait une politique qui l'accompagne? Donc la politique, je fais confiance. Je fais confiance à notre nouveau président, M. Romuald Wadayi. Je lui fais confiance qu'il va approfondir cette politique afin que l'éducation scolaire soit mise de pair avec l'éducation traditionnelle dans nos écoles, par exemple. Si nous pouvons apprendre nos traditions déjà à l'école, à nos enfants, je pense que la relève sera assurée. Il y a aussi les associations, la société civile. Il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui parlent de notre identité, à part l'association Naziafa dont je suis la présidente mondiale. Il y a d'autres associations qui font des formations, qui font des ateliers, qui attirent la jeunesse vers la tradition. Et ensemble, eux, ils sont doués dans les NTIC et l'Internet. Ils sont doués dans tout ce qui est communication aujourd'hui. Et je pense que leur formation va relever la chose dans toutes ces dimensions et de façon très respectable. Ouais. Parce qu'il y a aussi les dérapages que nous n'allons pas omis. Si la personne n'est pas bien formée, il va vouloir communiquer sur sa tradition, mais de façon erronée, ce qui ne nous arrange pas du tout. Ouais. Ce que vous dites me rappelle les propos d'un homme qui parle beaucoup du FA, Gracien Oumenou pour ne pas le citer, qui entre-temps disait que autrefois l'éducation, la maison, la rue et l'école offraient la même éducation. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que la maison offre un type d'éducation, la rue offre un autre type d'éducation et l'école un tout autre type d'éducation. Que diriez-vous de cette jeunesse africaine qui hésite encore entre respecter les attentes sociales de son milieu et son ambition de conquérir le monde? C'est l'un des défis que nous devons relever aujourd'hui, c'est d'arriver à canaliser notre jeunesse sur la droite ligne. Parce que aujourd'hui, ces réalités sont d'une exigence. La société exige autre chose de la jeunesse, l'école exige autre chose, mais la famille exige autre chose. Et il faudra concilier les trois pour trouver la juste valeur de cette éducation-là. Voilà. C'est pour ça qu'il faut forcément que les parents communiquent beaucoup avec les enfants, qu'on échange beaucoup, mais également que les activités comme le festival Djogbemi Tonaye que nous organisons chaque année, que c'est d'une importance capitale qu'il y ait des activités comme ça, intergénérationnelles, où la jeunesse peut faire face à l'ancienne génération et échanger avec eux sur les réalités traditionnelles. Comme ça, la jeunesse comprend l'utilité de cette tradition dans leur vie et l'usage qu'ils doivent en faire en face de la modernité et des exigences sociales. Ouais. Majesté, comment entrevoyez-vous le leadership de la femme dans les prochaines années? C'est avec beaucoup de conviction que je vais dans ce sens. Je vois cette volonté de la femme aujourd'hui à s'imposer, à aller de l'avant dans le leadership féminin. Et je suis sûre et certaine qu'avec les mouvements en place aujourd'hui, avec tout ce que nous mettons en place pour que la femme africaine se réveille afin d'utiliser son énergie de la puissance matricielle pour exceller, je suis sûre que chaque femme va dompter son énergie de la puissance matricielle pour qu'on puisse aller de l'avant. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je pense que la jeunesse
la génération montante, je suis sûr qu'elles vont faire mieux que nous. Merci. Et s'assurer mieux que nous. Merci à vous, Reine Mère, pour ces précisions. Et d'abord, je profite, je finis par ce par quoi je devrais commencer. Je vous souhaite une bonne fête des mères. Merci. Que c'est la Reine Mère qui est sur le plateau. Oui. Et j'en profite pour requérir en même temps vos bénédictions pour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. J'ai un petit mot à dire à toutes les mamans. Je voudrais m'adresser à chaque maman que être mère, c'est avoir un cœur vaste, plein d'amour, plein de douceur, mais plein de rigueur également. Que chaque maman puisse assurer les vies qu'elles ont données, parce qu'une chose est de faire des enfants, mais autre chose est de donner une éducation exemplaire pour en faire des hommes et des femmes intègres. Et nous remarquons aujourd'hui que la société éduque mieux nos enfants que nous-mêmes, mais il faudrait que la femme, la maman s'assure. Et je souhaite très bonne fête à toutes les mamans, bon courage et que la mère universelle, la mère divine, la mère de l'univers nous assiste et nous accompagne et nous éclaire le chemin. J'en profite pour donner ma bénédiction à toute la nation béninoise, surtout que nous marchons dans le nouveau ère politique. Je souhaite la bienvenue au nouveau gouvernement et je souhaite plein succès et toutes mes bénédictions de la puissance matricielle accompagnent ce gouvernement et toute la nation béninoise pour la paix et la quiétude. Je sais que la Reine Mère ne se déplace pas tout le temps. Merci d'avoir accepté de nous faire cet honneur. C'est un plaisir. Ce sera toujours avec grand plaisir que nous vous recevrons à nouveau sur ce plateau pour d'autres sujets, pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Je serai toujours. Et merci aussi à vos collaborateurs qui nous ont facilité cet entretien. Je salue au passage Miantor Dandiozon Adignon, Papa Tougan Zosongbo, qui nous a beaucoup aidé pour que la Reine Mère puisse se déplacer. Merci aussi à lui. C'est l'essence du palais de la Reine Mère. Ah, d'accord. Là, c'est bien précis maintenant. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons à présent suivre la revue de presse hebdomadaire, le temps d'installer l'invité média. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement s'est tenu jeudi et le journal Notre Époque de préciser que le conseil des ministres inaugural du septennat 2026-2033 s'est réuni le jeudi 28 mai 2026 sous l'autorité du président de la République Romuald Wardani. Et lors de ce conseil, la presse du jour a noté que Wardani pose les bases de sa gouvernance. C'est le titre qu'affichait vendredi le journal qui écrivait que Romuald Wardani vient de poser les bases de sa gouvernance à la Marina. Au Bénin, la session ordinaire du Conseil des ministres sera désormais mensuelle. Elle se tiendra tous les premiers mercredis du mois, ce qui n'exclut pas des sessions extraordinaires en cas de besoin, a précisé le communiqué du Conseil des ministres. Le comité interministériel, quant à lui, sera bimensuel. Il se réunira tous les premiers et troisièmes lundis du mois. Sous le titre « Wardani fixe le cap du septennat 2026-2033 », Fraternité rapportait que, présidant cette réunion inaugurale du gouvernement à Cotonou, le chef de l'État a fixé les grandes priorités de son mandat avec, en première ligne, l'éradication de l'extrême pauvreté et la réduction sensible de la pauvreté au Bénin. Selon le compte rendu officiel du secrétariat général du gouvernement, le président de la République a rappelé aux ministres que leur nomination constitue avant tout l'expression d'une confiance de la nation et non un privilège personnel ou une récompense politique. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de faire prévaloir l'intérêt général,
dans toutes les décisions publiques. Il a également appelé les membres du gouvernement à faire preuve d'exemplarité, de sobriété, d'intégrité et de solidarité dans la conduite des affaires de l'État. La nation insistait sur les 4 grandes priorités fixées par le chef de l'État. 4 priorités qui structuraient cette feuille de route: l'éradication de l'extrême pauvreté, la réduction sensible de la pauvreté, le renforcement de la régionalisation du développement, puis la défense et la sécurité du territoire national. Dans sa parution hebdomadaire, la Croix du Bénin rappelait que le septennat s'ouvre dans un bon esprit. Devant les caméras de Bénin TV, la scène d'escorte au palais de la Marina traduit le bon esprit de la passation de charge entre le président sortant Patrice Talon et son successeur. Certains parlent même de transition en mode feutré. De longs moments d'échanges cordiaux, de larges sourires et d'accolades ont marqué la fin du tête-à-tête de la matinée du dimanche 24 mai. La cloche s'est plu à narrer avec des détails la cérémonie d'investiture avec des temps forts comme par exemple les premières arrivées attendues à partir de 9h30. Invités de marque, membres du gouvernement, anciens présidents d'institutions, délégations étrangères, mais aussi représentants des hautes juridictions, Cour des comptes, Cour suprême, Cour constitutionnelle ainsi que de l'Assemblée nationale ont pris place progressivement jusqu'à 10h30. La nation pointait que pas de promesses tonitruantes, pas de rupture affichée. Pour son premier discours, le nouveau président de la République a choisi le ton du responsable qui sait ce qu'il attend. 10 ans ministre de l'économie et des finances, il arrive à la tête du pays avec un bilan à assumer et une exigence à tenir. Il s'agit de faire en sorte que la stabilité retrouvée du pays se voit enfin dans l'assiette, dans le dispensaire, dans la route du village. Sur la formation de son tout premier gouvernement, Fraternité relevait que le nouveau chef de l'État, Romuald Wadagni, veut aller vite. Son objectif est de présenter les premiers résultats de son action au bout de 3 ans, soit avant l'échéance mondiale de 2030. Pour y parvenir, il s'appuie sur une conviction qu'il résume lui-même ainsi: nous perdons du temps à détruire. Moi, ma marque est de savoir faire avec l'existant. C'est donc autour de ce principe qu'il a constitué sa première équipe gouvernementale. 3 critères majeurs semblent avoir guidé ses choix: s'entourer d'hommes et de femmes déjà au fait des dossiers en cours, privilégier des collaborateurs maîtrisant sa méthode de travail et, pour les nouveaux membres du sérail politico-administratif, miser sur des personnalités expérimentées et reconnues dans leur domaine. Et puis, Bénin Intelligent soulignait que le Niger, qui maintient ses frontières fermées avec le Bénin, a tout de même dépêché à Cotonou son premier ministre. Le Burkina Faso et le Mali ont dépêché leur ministre des Affaires étrangères. Ces 3 délégations ont été chaleureusement applaudies au moment des salutations protocolaires adressées au président Romuald Wadagni. Dans son discours d'investiture, le successeur de Patrice Talon leur a adressé, sans les nommer directement, un message clair d'unité africaine et de coopération régionale face aux défis communs, notamment la lutte contre le phénomène terroriste. Élu avec un score écrasant de 94,27% des suffrages lors du scrutin du 12 avril dernier, rappelait le confrère de la matinée, l'ancien argentier national n'a plus le temps des discours. Le tapis rouge du palais des congrès est plié. Place désormais à l'épreuve des faits pour un homme qui connaît la maison sur le bout des doigts. Désormais, on va s'habituer à un visage féminin dans l'entourage du président de la République, comme aide de camp du chef de l'État tel que le mentionnait Matin Libre, pour lequel, avec Elvire Toupé, Wadagni réveille l'âme des Amazones. Et aussi Bénin Intelligent qui pointait Wilfried Ngweji ou la dignité du verbe. Il est champion, lui, il maîtrise son boulot. Point barre. L'effusion d'admiration et de félicitations qui a accueilli sa nomination, son maintien au poste de porte-parole du nouveau gouvernement n'est pas une simple courtoisie, c'est la validation sociale d'une compétence éprouvée, scellée par 10 ans de loyaux services et d'un contrat républicain honorablement rempli
avec le peuple. Fin de la revue de presse hebdomadaire. Merci de m'avoir suivi. Il a déjà confortablement installé notre invité média, Anselme Pascal Aguéondé. Bonjour. Bonjour Louis et bonjour à nos téléspectateurs. Vous êtes rédacteur en chef web du quotidien de service public La Nation. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. À peine investi dimanche dernier dans sa fonction, le président de la République, Romuald Wadagni, a mis en place son gouvernement composé en partie de jeunes cadres béninois. Le premier conseil des ministres aussi a déjà eu lieu. Les nouveaux collaborateurs du chef de l'État ont déjà pris le pouls de leur mission républicaine. Quel est votre regard sur le casting de ce gouvernement? Alors je dirais que c'est un casting à l'image du premier homme de la nation, à son image à lui-même. Et vous l'avez dit, des cadres rompus à la tâche. Il a voulu faire avec des personnes expérimentées qui étaient déjà en plein dans la tâche républicaine. Il ne s'agira pas de se heurter à de nouvelles difficultés, mais plutôt d'aller plus loin, comme le dit d'ailleurs son thème de campagne. Alors, et pour aller plus loin, il vaudrait mieux s'asseoir sur une base qui existe déjà. Je pense qu'il a voulu choisir la compétence. Et à quelques exceptions près, toutes les personnes qui ont été nommées aux différents postes ministériels, ce sont des personnes qui sont rompues à la tâche, qui maîtrisaient déjà la matière. Et quand je suis un peu plus attaché au fait qu'il ait peut-être, je ne vais pas dire divisé, mais au fait qu'il ait voulu mieux scinder la politique économique du pays en faisant en sorte qu'il y ait un ministre et 3 ministres délégués. Et je pense que pour avoir vécu lui-même cette charge-là, il sait de quoi cela retourne et il sait certainement sur quel levier il faut accentuer l'action pour qu'il y ait de l'efficacité dans le travail. Je vois également à travers cette nomination 6 femmes. Et je pense que ça fait le quart pratiquement, c'est à saluer. De plus en plus, on remarque que le Bénin essaie de tourner la page de tout ce qui est a priori préjugé sur la femme pour mieux valoriser la gente féminine qui, nous le savons tous, est quand même une couche importante de la société. Vous le savez, c'est la couche la plus importante d'ailleurs du monde entier. Et les femmes au Bénin commencent à trouver droit de cité, à participer à la chose publique. Quand je vois les ministères clés qui ont été confiés à la femme, voyez par exemple le poste de ministre des Affaires étrangères, et vous savez que c'est un poste hautement diplomatique. Voilà, et qui mieux que la femme pour être diplomatique, puisqu'elle l'est déjà dans la famille, elle l'est déjà au sein de nos sociétés. Alors je pense que c'est un casting qui a été fait pas sur la base de remerciements politiques. D'ailleurs, le premier conseil des ministres donne le ton. Il précise qu'il ne s'agit pas de remerciements politiques et que chaque ministre doit prendre la plénitude de sa fonction et travailler dans l'intérêt général. Tout ce que les ministres ont à faire doivent vraiment être guidés par cette boussole-là, l'intérêt général, et non les remerciements ici et là. C'est parti pour un septennat de travail. Ah oui, on sait aussi que le ministère de la Communication est revenu, beaucoup d'applaudissements dans les rangs des médias. Est-ce que vous êtes aussi optimiste qu'avec ce nouveau ministère de la Communication, les problèmes de la presse seront résolus? Ah ben, j'ai tout intérêt à être optimiste. Là, nous sommes appelés à être jugés partis, parce que ça nous concerne. Et d'une façon ou d'une autre, l'on pourrait dire que c'est quand même le retour d'un département qui était essentiel à la nation. Vous savez que rien de bien, rien de bon ne se fait sans la communication. Et comme on a l'habitude de le dire, peut-être de façon un peu exagérée, c'est que la communication peut détruire, elle peut construire. Ce n'est pas si faux que ça d'ailleurs. Alors je pense qu'avoir un département consacré à la communication était très opportun, c'était pertinent. Et l'on peut saluer cette vision-là de Romuald Wadagni. Et nous l'avons constaté. Il n'a pas fait les choses dans le sens des remerciements. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a estimé que c'était important pour son action gouvernementale. Et pour aller plus loin, il a voulu que la presse également soit certainement mieux lotie, qui est un ministre consacré à tout ce qui est communication et médias, un ministre qui puisse quand même d'une façon ou d'une autre ramener encore au centre des questions politiques, au centre de l'action gouvernementale, tout ce qui a trait à la communication, à la presse. Car je le dis encore une fois,
c'est le quatrième pouvoir, dit-on, mais c'est le pouvoir qui est au cœur de tous les autres pouvoirs. Ouais. Deuxième sujet pour vous, nous restons au Palais de la Marina, bien évidemment, pour parler cette fois-ci des premières nominations. Nous allons rapidement voir quelques noms qui ont circulé. Wilfried Léon Ngoubeji, nommé ministre porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'on peut parler du sacre du devoir bien fait? Ah ben, c'est certainement cela. Déjà, à l'annonce du gouvernement, le soir même de l'investiture, ne pas avoir vu son nom, ça a fait quand même parler beaucoup. Et on se demandait bien s'il avait voulu lui-même se retirer des affaires ou si le nouvel exécutif le trouvait peut-être mieux dans une fonction un peu plus discrète. Mais je pense que dès le lendemain, on a vu sa nomination avec celle d'autres personnes qui ont quand même également travaillé de façon assidue lors du mandat précédent. Et pour moi, personnellement, on le sait, il l'a souvent dit, à partir du moment où il est allé au Palais de la Marina, il n'était plus journaliste, il était communicateur et il a bien fait son devoir de communicateur. On a beau peut-être trouver qu'il aurait pu faire tel ou tel pour la presse, mais pour ce qui est de la communication gouvernementale, je pense que tous peuvent s'accorder à dire qu'il a fait quand même un très bon travail et qu'il était lui-même au cœur de toutes les actions et qu'il a su trouver les mots chaque fois que cela était nécessaire pour expliquer l'action gouvernementale. C'est donc certainement le sacre d'un mérite. Et vous le voyez, il est ministre porte-parole du gouvernement. Il n'a pas forcément un gros département ministériel qui ira défendre un budget, mais il s'agit là de reconnaître que en termes de représentation, en termes de, je dirais, d'explication de l'action gouvernementale, il a fait un travail formidable. Et il était bien de le mettre à ce rang-là pour l'honorer. Toujours par rapport à la communication, il y a un nouveau directeur de la communication présidentielle. Voilà, c'est d'ailleurs ce qui m'amène à dire que c'était vraiment une nomination pour honorer la personne même de Wilfried Léon Ngoubeji, puisque la communication est désormais confiée à un autre que nous connaissons très bien. Ouais. Nous l'avons vu également quand même exercer. Et nous savons qu'il pourra certainement mettre également son expérience au service du Bénin. Et comme j'aime à le dire, c'est un gouvernement de personnes efficaces. Ce n'est certainement pas une nomination en guise de remerciement. Il est temps alors pour lui, pour notre ami Fiacre, de faire ses preuves et de nous montrer qu'avec lui, on peut aller plus loin. De nous montrer que la communication, elle ne sera pas forcément une norme communication comme on l'a vu au début du mandat de Patrice Talon, mais que ce soit une communication qui sait vraiment dire au peuple ce qu'il en est de l'action gouvernementale et qui sait quand même d'une façon ou d'une autre se mettre au service aussi de l'intérêt général. La nomination qui suscite plus d'intérêt, c'est l'aide du camp du président de la République. La capitaine Elvire Toupé, première femme à accéder à ce poste en République du Bénin. Votre lecture? Vous voyez, je l'avais évoqué tantôt, c'est la valorisation progressive et de plus en plus persistante de la gente féminine et à des niveaux de responsabilité qui sont parfois délicats, des niveaux qui sont vraiment sensibles. Et voir une femme nommée à ce poste-là, cela montre combien aujourd'hui notre regard doit changer sur la gente féminine. Et vous le savez, c'est un poste hautement sécuritaire pour le chef de l'État. Il ne s'amuserait pas à y mettre tel ou tel juste pour lui faire plaisir. Je pense qu'il a dû faire un casting, je dirais, très minutieux pour trouver le bon profil qu'il faut. En même temps, cela envoie un message à toutes nos filles aujourd'hui, parce qu'elles doivent savoir que l'effort, le travail bien fait est toujours récompensé. Et j'en profite pour le dire à toutes ces filles-là qui vont passer le CEP demain, ou toutes ces filles-là qui sont quand même déjà à un certain niveau dans leur cursus scolaire, ou même dans leur vie professionnelle, que le travail bien fait, l'effort consenti peut amener dans les plus hautes sphères. Ça, c'est une nomination par compétence, c'est une nomination qui vient primer une compétence. On a vu son parcours. Ce n'est pas n'importe quelle dame, c'est une grande dame, même si elle est jeune, une grande dame qui a un parcours exceptionnel et qui va faire ses preuves auprès du président de la République. Moi, je lui souhaite bon vent, très bon travail, qu'elle reste concentrée sur son travail et qu'elle nous permette d'avoir un président en pleine sécurité et qui peut facilement se déplacer sans craindre d'avoir à gérer des bobos ici et là. Ouais. Troisième sujet pour vous, cette fois-ci nous allons au Sénégal où l'actualité est chaude sur le plan politique. À peine déchu de son poste de Premier ministre, Ousmane Sonko atterrit au perchoir de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut croire que les petites querelles au sein du gouvernement vont désormais se transformer en une guerre d'institutions? Alors, on entre dans une période d'incertitude. Ce sera bien malin qui dira comment les choses vont se dérouler désormais au Sénégal. Mais je dois l'avouer, moi, et d'ailleurs toute une bonne partie de la jeunesse africaine,
sommes tous déçus un peu. Parce que c'est quand même l'image de la jeunesse. Vous voyez, lorsqu'ils ont été portés en triomphe, il y a beaucoup d'espoir qui ont été portés sur ce duo-là. Parce que l'on sait déjà qu'ils ont fait le même combat. Et pour avoir fait le même combat, ils auraient peut-être eu beaucoup plus de chances de porter l'action gouvernementale. Le duo n'a pas résisté à l'épreuve du pouvoir, finalement. Voilà, ils n'ont pas résisté à l'épreuve du pouvoir. Et c'est là encore qu'on sent les fragilités de la démocratie en Afrique de façon générale. Parce que, dites-vous, ce n'est pas parce qu'on a limogé le Premier ministre que le président de l'Assemblée nationale doit se dessaisir de son rôle tout de suite. Ça ressemble à un jeu et ça ressemble à une petite manigance politique. Je sais, et nous le savons tous, que ce président de l'Assemblée nationale a pris la place de Sonko, parce que si Sonko était resté, s'il avait siégé, il serait certainement président de l'Assemblée nationale. Mais dès lors que vous avez une charge républicaine, vous ne devez plus entrer dans les émotions et partisanes, mais vous devez vous dire que vous êtes investi d'une mission républicaine et que la jeunesse, le monde entier vous regarde par rapport à ce qui sera votre mission. Parce que ce n'est pas plutôt par conviction. Non, ce n'est pas. Je pense que c'était peut-être par conviction, mais une conviction qui n'est pas au service de l'intérêt général. Parce qu'il ne s'agit pas de faire les choses sur les coups d'humeur. Et vous avez vu, Sonko, ce n'est pas arrivé, Esnerilo. Sonko, le divorce Sonko et Diomaye Faye, ça a été, je dirais, pas. C'était déjà envisageable parce que nous avons vu quelques petites guéguerres déjà, quelques mésententes sur plusieurs sujets. Et ma foi, vous le savez, c'est deux personnalités différentes aussi. Ils ont un tempérament, je dirais, très différent. Et vous avez un Sonko qui est, malgré sa tâche de Premier ministre, est toujours resté un peu le révolutionnaire. Il est toujours resté un peu comme celui-là qui menait un syndicalisme au plus haut niveau politique. Ouais. Voilà. Et cela, ça s'est rejailli tout de suite sur les relations parce que, qu'on le dise, qu'on le veuille ou non, le président de la République reste le président de la République et les décisions du président de la République restent souveraines. Il a beau vouloir qu'il ait peut-être agi de telle ou telle manière, mais il lui appartient également à lui-même Sonko de se dire que c'est le président de la République et que ses choix sont souverains. Et comment entrevoyez-vous la fin de ce feuilleton politique au Sénégal? Ça va être, je dirais, vraiment une période d'incertitude, comme je l'avais dit tantôt, parce que si l'on doit s'en tenir au comportement de Sonko, à sa droite ligne déjà, à ce qu'il nous montre déjà, je pense que c'est parti pour une guéguerre au plus haut niveau de l'État, avec des blocages ici et là. Vous savez combien le Parlement est essentiel dans l'action politique, combien le Parlement est essentiel même dans l'action gouvernementale. Les projets, les tentatives de réforme que pourrait porter le président Diomaye Faye pourrait bien se heurter à la résistance d'un ancien Premier ministre révolutionnaire qui tenterait peut-être de lui faire voir qu'ici, c'est lui qui a le bâton en main et que c'est lui qui dirige et que c'est de lui que dépend peut-être l'aboutissement de certaines réformes. Mais qu'à cela ne tienne, je continue de le dire, le président de la République reste le président de la République et d'une façon ou d'une autre, chacun des deux individus ont tout intérêt à trouver un terrain d'entente pour le bien des Sénégalais et pour le bien de toute l'Afrique. Merci à vous Pascal Aguéondé et bon dimanche à vous. Merci. Mesdames et messieurs, une petite transition et nous entamons la dernière ligne droite de cette émission. Au Bénin, entreprendre, c'est oser. Mais franchir un cap, c'est un défi. Avec RISE, une initiative du gouvernement du Bénin, portée par le ministère de l'Économie et des Finances, vous êtes accompagné pour structurer, développer et accélérer votre entreprise. Déjà plus de 80 entreprises béninoises ont franchi un cap. Un accompagnement sur mesure, des experts à vos côtés et un appui financier pour aller plus loin. Et si c'était votre tour ? Candidatez dès maintenant avant le 7 juin 2026 sur www.rise2.bj. RISE, accélérer la croissance des entreprises béninoises. RISE est un programme du gouvernement du Bénin mis en œuvre par l'Agence de développement de Sémécity et l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, avec l'appui de leurs partenaires techniques et financiers. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà joué. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. OneXBet, on parie sur vous. Je ne suis pas une slameuse engagée, mais une slameuse dégagée qui écrit des tests engageants. Cette formule choque
signe le parcours d'une pionnière. Sacrée championne du Bénin dès 2013, elle est la première femme à avoir durablement illuminé l'arène du slam national. Elle n'est pas simplement une voix qui résonne, elle est la pionnière qui a tracé les lignes d'un art au féminin dans notre pays. Elle a transformé le slam en une arme d'éveil massif, un pont entre Cotonou, Paris et Abidjan. En 2025, elle brise le plafond de verre en décrochant le prestigieux primo du meilleur slameur de l'Afrique francophone. Aujourd'hui, elle est la seule et unique slameuse béninoise sélectionnée pour le Massa 2026 avec son chef-d'œuvre concert-spectacle Adjigovi. Elle manie les mots comme des vérités sensibles. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau la reine du verbe engagé, l'incontournable Harmonie Bilkataria, que je vous laisse découvrir avant son entrée en plateau. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au stade de l'Amitié ou au stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Merci, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils ont amené leur caméra sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abomey-Calavi pour suivre cette affiche entre les requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Au Bénin, entreprendre, c'est oser. Mais franchir un cap, c'est un défi. Avec RISE, une initiative du gouvernement du Bénin, portée par le ministère de l'Économie et des Finances, vous êtes accompagné pour structurer, développer et accélérer votre entreprise. Déjà plus de 80 entreprises béninoises ont franchi un cap. Un accompagnement sur mesure, des experts à vos côtés et un appui financier pour aller plus loin. Et si c'était votre tour ? Candidatez dès maintenant avant le 7 juin 2026 sur www.rise2.bj. RISE, accélérer la croissance des entreprises béninoises. RISE est un programme du gouvernement du Bénin mis en œuvre par l'Agence de développement de Sémécity et l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, avec l'appui de leurs partenaires techniques et financiers. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà joué. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. OneXBet, on parie sur vous. Bienvenue au Bénin, terre d'affaires et d'opportunités. La semaine d'opportunités aux entrepreneurs revient pour sa 6e édition. Du 13 au 17 juillet 2026, Cotonou accueillera plus de 250 industriels chinois de différents secteurs d'activité. Au programme, rencontres B2B, visites d'entreprises, expositions et signatures d'accords de partenariat. Entrepreneurs africains, saisissez cette opportunité pour créer un premier lien avec votre potentiel partenaire chinois. Des échanges qui marqueront le début d'une série de rencontres décisives pour donner vie à vos ambitions. Contact +229 01 58 47 47 47. Harmonie. Il y a tellement de surprises, plein de choses sont à l'envers. Il y a tellement de surprises, plein de choses sont à l'envers.
Bienvenue chez moi. Ici, la normale devient la normale et c'est toujours la joie. Attention aux têtes sensibles, car ce texte a plus de sensible et peut-être que tu te retrouveras dans chacun de ces vers à venir et dont le fond peut te déplaire. En fait ici, tout est étranger, même si tu es étranger, vite tu t'y fais, car nous, on vit avec. Notre vie ici est un concert, et ce qu'on sait, c'est que nous sommes devenus fanatiques des coupures d'électricité au point de les qualifier de blackout. Tout le monde crie liberté, mais au fond, nous dépendons tous d'un seul homme dont la tête peut changer après un ou plusieurs mandats. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se crie. Nous sommes toujours dans l'émotion et oublions parfois l'essentiel. Quand il y a un accident, le plus choquant c'est l'incident. Ça ne capte plus nos sens d'humain. Les téléphones ont pris la place des cœurs et se chargent de tout flasher à la recherche d'un buzz avant Africa 24. Chez moi, quand le cœur palpite, il faut aussi que l'argent crépite. Oui, fini le temps de la drague avec les jolis mots. Ceux qui parlent maintenant, ce sont les beaux mots. Les tantis toujours sexy, sexe, fric, Miss d'été ont perdu des fesses. Car les tontons glottos ont tous déménagé à Miss Érité. Chez moi, le modèle n'est plus le bosseur, c'est plutôt le briseur des codes. Ça choque, mais il faut désormais être chic et chèque pour que ça fasse clic. Chez moi, les artistes talentueux n'ont que de l'avenir. Mais quand arrive le moment de les soutenir, ça fuit dans tous les sens et ça se limite à du calme, bro, le meilleur reste à venir. Chez moi, nous aimons tous les belles routes et de grands stades pour nos jeux. Mais personne ne veut payer les impôts. Chez moi, l'écureuil ne cesse de courir derrière les noix de palme, pendant que le guépard court toujours en vain derrière les palmes. Dans les hôpitaux, juste l'accueil peut vous enfoncer dans un état piteux. On récolte la mort au lieu d'y gagner la vie. Serment d'Hippocrate ou d'Hypocrite, à vous de juger. Chez moi, désormais, l'enseignant qui sort son kiki sous le kaki saura qu'à qui a quéquette facile et y a une place. Il y a tellement de surprises chez moi. Plein de choses sont à l'envers chez moi. Il y a tellement de surprises chez moi. Plein de choses sont à l'envers chez moi. Yeah. Mais nous arrivons quand même à vivre avec. Yeah. Malgré tout, on ne cesse pas de se battre. Chez moi, la ceinture de sécurité et le casque se mettent par peur du policier et non pour se préserver du danger. Chez moi, quand l'église se glisse vers la fin pour la quête, les patrimoines du passé. Chez moi, de Harmonie, la slameuse. Harmonie, bonjour. Bonjour. En 2013, vous êtes sacrée championne du Bénin. Cette slam, bien évidemment. 13 ans plus tard, vous êtes toujours au sommet. Quel est le secret de cette longévité dans ce genre musical et littéraire où beaucoup s'essoufflent très vite? Merci. Bon, je ne dirais pas que je suis au sommet, je travaille toujours. Mon parcours, c'est une histoire de passion, d'urgence de dire et de persévérance. Tout commence d'abord par la passion que vous avez pour les mots. Et après, il ne faut pas lâcher parce que quand vous avez votre passion, quand vous la travaillez, vous continuez. Vous n'attendez pas forcément quelque chose en retour. Votre urgence de dire pèse si fort que vous continuez votre chemin. Ouais. On vous qualifie souvent de première femme véritablement active du slam béninois. Avez-vous eu l'impression à vos débuts de devoir faire 2 fois plus d'efforts par rapport à vos collègues ou camarades hommes parce que vous seriez entre griffes femmes? Non, pas du tout. J'ai l'habitude de dire avant d'être femme, je suis humaine et je ne me considère pas comme un être différent de l'homme. C'est vrai que je suis arrivée, c'était un milieu majoritairement masculin. Ouais. Ça n'a pas été facile. Très rapidement, c'est un milieu macho aussi? Un peu. Il faut une petite anecdote, il faut dire que même quand j'ai eu ce trophée en 2013, il y avait beaucoup qui stipulaient que la nature de mon sexe avait rapport avec le fait que le trophée m'ait été attribué. Et c'est justement cette phrase choc-là qui a suscité mon entrée dans le milieu du slam véritablement. Et voilà. Par la grâce des choses, j'ai compris que ce n'était pas un défi à relever, mais une passion qui a toujours été là et que par la grâce des choses, j'ai pu éclore. Ouais. Votre plume est souvent décrite comme ciselée, portée par des tests engagés, même si vous dites que vous n'êtes pas engagé, mais vous êtes dégagé pour pouvoir porter des tests engagés. Qu'est-ce qui nourrit votre inspiration au quotidien? Est-ce que le slam est pour vous un exutoire ou plutôt une tribune politique et sociale? Alors, je dirais que mes inspirations sont multiples, mais elles bouillonnent toutes au même endroit. C'est la vie et l'humain. Les réalités que nous traversons,
les histoires du quotidien, l'énergie de la jeunesse. Je n'ai pas un cahier de charge, je ne suis pas un cahier de charge, je suis entièrement libre et c'est un besoin viscéral pour moi de répondre à une voix qui rime avec le battement de cœur de la société et des gens qui m'entourent. Ouais, c'est vrai que nous allons maintenant parler de cette année exceptionnelle qui vous a le plus marqué, qui vous a révélé, même si déjà on connaissait Harmonie, vous avez décroché le prix Mode de la meilleure slameuse d'Afrique francophone. Qu'est-ce que la jeune slameuse béninoise que vous êtes a ressenti en voyant son art ainsi validé à l'échelle continentale? Alors, c'était déjà une grande grâce pour moi d'être d'abord nominée. C'était pour moi déjà un succès de savoir que mon travail fait parler de moi à l'international et surtout pour une opportunité du genre, une distinction du genre. Et puis après, il y a eu le soutien du peuple. J'ai senti véritablement qu'il y a un peuple qui me suit, qu'il y a une communauté qui me suit. Parce que pour les votes payants, vraiment, le peuple béninois m'a porté. Et voilà, par la grâce des choses, j'ai été sacré meilleur artiste slam de l'Afrique francophone. C'est une grande joie, mais c'est aussi une pression que je ressens parce que je sais qu'il y a beaucoup de regards sur moi. On attend ce que Harmonie fera encore plus. Ben, nous y travaillons. Ouais. Vous êtes aussi la seule slameuse béninoise sélectionnée pour le Massa 2026 à Abidjan avec votre spectacle concert. Je dirais que raconte ce spectacle exactement et que représente pour vous cette vitrine du Massa, parce que la seule femme béninoise au Massa, vraiment, ça fait partie quand même d'une force de frappe. Hein. C'est vrai, c'est vraiment, ça a été vraiment une très grande opportunité. C'est la première fois d'ailleurs même que le slam béninois arpente la scène du Massa. C'est la toute première fois. Ah oui? Oui. Et donc ça a été vraiment une grâce et une grande aubaine pour moi. Et à travers ce spectacle, comme je le dis, j'ai raconté simplement l'humain. Ça a été un miroir promené le long de notre société que j'ai pu mettre en scène et en son. Ouais. Très rapidement, nous allons suivre un extrait de ce spectacle-là et puis que j'ai suivi de bout en bout. Je suis certain que vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur le mot Bénin par moment. Suivons. D'accord. Bonsoir. Messieurs, ce soir, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec une terre entière. Le Bénin. Et c'est une mémoire debout. Et ce soir, notre slameur montre du Bénin debout. Que celui qui ne provient d'une terre se lève et me lance la première pierre. Comme tout homme, une terre fut le premier reflet de mon ombre. Moi, je suis une graine de sable vert, jaune, rouge. Je suis une pépite des pierres polies par un pays noir de souche. Je suis un veau d'or. Je suis la semence sacrée du vautour. Je suis l'Amazone, la femme soldat dont la voix de billes au son des canons. Je suis la vaillante qui va de mont en mont affronter les touches à mon pays sans zanza. Je suis l'étincelle intacte, du feu enflammé par Kofa, Akaba, Genso, Glélé, Tassi Rambé. Je suis l'enfant qu'appelle l'eau nouvelle et qui répond en me tenant debout pour joindre à cœur joie les deux bouts. Je suis le sel, le sucre, du sol salé par la sueur des sous-clés bénous. Je suis une noix de cola. On m'appelle
Le nom de ce spectacle, Adjigovi. Oui. Ouais. L'enfant de Adjigo, je crois, c'est ce que ça veut dire. C'est bien ça. Mais ça résonne comme une affirmation identitaire et culturelle forte. Est-ce une manière pour vous de ramener vos racines culturelles et votre lignée sur les plus grandes scènes internationales? Bien évidemment, je suis d'Agoué et Adjigovi. Et je suis une Adjigovi et donc je me dis, pour moi, slammer, c'est se porter, c'est se slammer soi-même. Ouais. Et donc, je trouvais ce nom-là comme étant le plus beau nom à donner à mon spectacle pour retrouver moi-même cette identité-là sur scène et pour faire révéler cette identité aussi. Ouais, l'Amazone quand même. Il y a 2 mois, en mars 2026, juste 2 mois derrière nous, on vous a vu sur la scène mythique de la place de l'Amazone à Cotonou pour le concert. Elle mérite tout. C'est le concert qui est intitulé ainsi. Quel effet cela fait de déclamer ce genre de test devant des milliers de personnes au pied de l'Amazone elle-même? Ah ben, c'est une grande joie déjà d'être appelée par la Central Company, par le grand frère Richard Flash, en tant que slameuse d'abord, parce que pour ces scènes, c'est souvent de la musique live, on n'attend pas de la déclamation. Et donc, ça a été d'abord une grande joie pour moi de répondre à cet appel-là. Et également de faire découvrir ce que je sais faire, slammer. Donc c'était une très grande joie et une très grande fierté pour moi de représenter le slam féminin en particulier et le slam béninois sur cette scène. Ouais. Vous collaborez également avec des institutions comme l'UNICEF ou sur des projets panafricains à Dakar contre la radicalisation des sociétés. Le slammer est-il selon vous le nouveau guide social dont l'Afrique a besoin pour parler à la jeunesse? Bien sûr, j'ai l'habitude de définir le slam comme étant la poésie du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ah oui. Et donc le slammer pour moi c'est celui-là qui écoute le peuple et qui vient maintenant sur scène pour parler de ses besoins du peuple, pour parler au peuple afin que le peuple puisse se retrouver dans ses mots. Ouais. Et que diriez-vous à la jeune génération de filles qui n'osent pas encore prendre le micro au Bénin, mais qui ne manquent tout de même pas de talent? Alors je leur dirais déjà, ne laissez personne vous dire que vos voix sont trop fortes ou que vos rêves sont très limités. Écoutez votre passion, travaillez votre passion, écrivez-vous vous-même, slamez-vous vous-même. Le slam béninois, il y a de la place pour tout le monde et vous avez votre place et vous avez intérêt à arracher cette place-là. Ouais. Le slam, c'est pour tout le monde, mais il faut aussi de la paix. Donc, donne-moi la paix, je crois que c'est le nom de vos slams. Nous allons suivre rapidement ce slam de Harmonie. Bonsoir. Vous savez, mesdames et messieurs, ce soir, je ne suis pas venue seule. The world is in a bad state because people no longer get along. Instead of building together hand in hand, we prefer to destroy each other by promising death. Le bon sang cesse de couler dans nos palabres et on préfère faire couler le sang en allant aux armes. Les hommes se déchirent entre eux juste pour des intérêts en jeu. Le fort refuse de faire de la place aux faibles, le faible refuse de se laisser faire et les deux se font la guerre oubliant qu'ils sont frères. Le chef n'écoute plus le peuple, car ses intérêts l'aveuglent. Alors il s'en prend au peuple qu'il a pourtant élu, oubliant qu'il en fait aussi partie. Et si on se donnait la paix, comme on se donne la main, on peut tous le faire pour écrire un monde plus beau. Et si on se donnait la paix, comme on se donne la main, on peut tous le faire pour écrire un monde plus beau. Le feu s'attise et il n'y a pas d'eau pour l'éteindre, car les hommes préfèrent perdre en laissant les cendres prendre le dessus des fagots de bois qu'ils auraient pu sauver des braises. La paix s'enfuit et la guerre se réjouit pendant que la terre pleure parce que les hommes s'entretuent. Nous sommes tous des frères et la terre c'est notre mère.
Quand nos pensées ne sont plus partagées, allons aux mots pour soulager nos divergences. Et même lorsque le ton montera, rappelons-nous que parfois, la langue se plaint des dents, mais que toujours, l'aventure continue entre les deux. What if we give our words a beat? La langue se plaît des dents, mais l'aventure continue toujours. L'aventure va toujours continuer avec Harmonie qui est sur ce plateau. Harmonie, nous égrenons les dernières secondes de cet entretien. Je vous laisse harmonieusement déclencher la douce foudre de vos mots pour le plaisir de nos téléspectateurs. Je ne vous impose aucun thème, a priori. Okay. Et donc, je laisse votre inspiration prendre l'envol du phénix. Allez seulement. Ben, comme c'est la fête des mères, nous allons dédier un texte à toutes les femmes mères. D'accord. L'adolescence nous joue bien souvent de mauvais tours. Et à tort, la raison nous tourne en dérision face aux multiples farces de la vie. Ce n'est qu'au jour des semences de la maturité que l'on s'aperçoit de la fausseté de notre vision. Ma mère m'a toujours accordé son attention, mais à ses désirs, j'ai parfois prêté de fausses intentions. Comme en ce moment où je la confondais à une militaire, lorsque face à ces consignes rigides, ma volonté devrait se taire. Il y a aussi eu de ces périodes où je la prenais pour une hystérique, lorsqu'à mes moindres petites bêtises, elle devenait allergique. Dans ma vie, j'ai connu assez de femmes, mais à une seule, mon existence doit sa flamme. Et si de ma personne des hommes sont tombés amoureux, c'est parce que d'une grâce, j'ai pu bénéficier d'une mère, et il ne peut en être autrement. Lorsque d'un cœur doucereux, je suis le fruit d'une dame de fer. Ma mère n'est pas une grande intellectuelle, mais mes plus grands enseignements, je les ai tirés d'elle. Maman n'est pas une enseignante non plus, mais sa bonne pédagogie m'a appris beaucoup plus. J'ai dû aller à l'université et étudier la gestion pour comprendre que maman était une grande économiste. Elle n'a point connu Smith, Keynes ou C. Jean-Baptiste pour m'apprendre sur la consommation, la production et la répartition. Beaucoup s'étonnent souvent de me voir sourire en tout temps, sans savoir que c'est de ma mère j'ai eu le secret. Elle m'a appris à manger avec ou sans garniture de chair ou de mer, mais jamais du mets, je ne me suis plaint à aucun instant, car maman avait de ses méthodes pour nous éduquer sur les aléas que la vie peut nous inculquer. Depuis mon enfance, maman n'a pas changé. Je pense même que sur elle, le temps n'a pas d'effet. Elle a toujours gardé ses habitudes de bonne cuisinière, de femme battante, même si de sa rigueur d'antan, mes frères sont moins victimes. Beaucoup plus que maman, moi, j'ai évolué dans mes études. Mais à ses côtés, je perds mon altitude. Ma mère n'est point comparable. Et si elle devrait l'être, Marie en serait la rivale. Maman, c'est mon modèle. Et même si je ne le lui ai souvent pas dit, je me cache sous ses vers pour lui dire merci. Dans ma vie, j'ai connu assez de femmes, mais à une seule, mon existence doit sa flamme. Et si de ma personne, des hommes sont tombés amoureux, c'est parce que d'une grâce, j'ai pu bénéficier d'une mère. Et il ne peut en être autrement, lorsque d'un cœur doucereux, je suis le fruit d'une dame de fer. Merci. Je suis le fruit d'une dame de fer. Et quand je vous entendais tout à l'heure déclamer, j'ai pensé à ma mère. Et ça m'a fait aussi sourire à un moment donné parce que ça m'a rappelé très rapidement une petite histoire, quelqu'un qui me faisait comprendre que oui, dans certains pays que je ne veux pas citer, bien évidemment en Occident, quand l'enfant fait des bêtises, la maman dit ah, mais Junior, ne fais pas ça, Junior, maman va se fâcher. Mais la femme africaine que vous venez de décrire, quel serait son geste premier? Non, comme je l'ai lu tout à l'heure sur un statut, c'est celle qui donne des ailes à tous les objets qu'elle trouve. Exactement. Oui, la chaussure, la sandale, tout ça. Et puis vous avez ça, il y a une bonne baffe qui suit. Et vous comprenez qu'il ne faut pas refaire la bêtise. Nous n'encourageons pas les services corporels, bien évidemment. Merci, Harmonie. C'est moi. Et surtout, bon courage à vous. Merci beaucoup. Vivement de nouveaux trophées, de nouvelles reconnaissances à l'international. C'est ce qu'on souhaite. Ouais. Merci. Mesdames et messieurs, après de si belles phrases bien enroulées de roses d'intonation, que peut dire le journaliste après la slameuse? Le silence est parfois plus éloquent pour laisser à l'admiration la justesse des mots qui ne sont pas dites. Mesdames et messieurs, bonne fête à toutes les mères. Portez-vous bien. On se retrouve très prochainement.